Bonsoir et bienvenue à ce nouveau débat des Mardis d'ESSEC, organisé avec le concours du cabinet d'audit et de conseil Mazars, du groupe La Poste et du cabinet de conseil en stratégie opérationnelle Louis. Canal+, c'est pour les blaireaux, sauf pour les matchs du PSG et de temps en temps un petit porno. Un portrait en finesse de la chaîne cryptée, et pourtant, en vous voyant, Bertrand Méheux, j'ai du mal à croire Renaud. Vous semblez si discret, si réservé, et beaucoup parmi vos proches évoquent votre style monacal. Certains iraient même jusqu'à dire que vous auriez proposé 3 milliards pour les droits de retransmission du conclave avant l'élection du pape François. J'ai donc décidé de ne pas maintenir vos apparences et de comprendre pourquoi vous avez choisi Canal+ plutôt que KTO. Ce n'est certainement pas votre formation qui vous a conduit à choisir les médias. À la sortie des mines de Nancy, vous dirigez successivement plusieurs sociétés, mais il vous faut du concret, on est loin des guignols. Ainsi, vous prenez la tête d'Isoroi, de Roulier, puis d'Aventis. Vous êtes un terrain connu avec de la chimie, de la pharmaceutique. Vous permettez une petite fantaisie avec Isoroi, producteur français de panneaux en bois pour ceux qui l'auraient oublié. J'ai tout de même noté là une première excentricité. L'argent alors? Non. Non, ce n'est pas non plus dans le vil appât du gain que vous trouvez vos motivations. Lorsque vous arrivez vice-président directeur général en 2002, Canal+ est au bord de la faillite. Ce qui rend votre bilan en 2010 d'autant plus spectaculaire, à l'image d'un bon blockbuster américain sur Canal, surprenant après 2 soirées consacrées à Louis la Brocante ou l'aile de la cuisse. Vous pouvez ainsi déclarer sans honte: notre base d'abonnés a augmenté de 3,1 millions. Je crois qu'on peut parler de septennat réussi. Et oui, vous êtes aussi modeste. En haut des qualités, vous en avez et vos amis ne tarissent pas d'éloges quant à celle-ci. Votre honnêteté et votre rigueur sont désormais proverbiales. Rigoureux comme Méheux. La nature vous a également doté d'une capacité à repérer un loser, selon vos propres mots. Alors, en préparant cette présentation, je me suis longtemps remis en question. Monsieur Méheux cochera-t-il ou non la case loser en m'écoutant? Ne dites rien, je ne préfère pas savoir. Un autre ami témoigne encore, il est un peu complexé socialement. Son succès est plus parlant que sa personnalité, ni brillante, ni originale. C'est flatteur. Peut-être un de ceux auxquels vous avez refusé un confortable parachute doré. Visionnaire, vous avez précédé la réglementation helvète en l'appliquant avec ferveur chez Canal. Ah, Canal. Canal, parlons-en. J'ai 7 ans. Je presse encore une fois le chiffre 4 sur la télécommande. Et le mystérieux écran gris revient, la neige tombe, comme en ce jour tragique du 12 mars, lorsque Sergi n'avait jamais paru aussi éloigné de Paris. La neige, le bruit blanc, fascinant. Canal+, la chaîne inatteignable. Puis plus tard, j'ai compris que si la 4 n'avait pas la même apparence lunaire chez les petits camarades, c'était une décision paternelle qui ménageait son portefeuille. Aujourd'hui encore, Canal+ s'arrête pour moi au Guignol et au sympathique Deniso. Mais heureusement, grâce à l'ESSEC, j'espère pouvoir bientôt m'offrir le luxe d'intégrer le club très élitiste de ceux qui peuvent regarder Skyfall après le grand journal. Ah, le payant, vous y croyez Bertrand Méheux en 2002, alors que tout le monde prophétise le règne du gratuit. En 2004, vous décidez de mettre 2 milliards d'euros sur la table pour acheter l'exclusivité des droits de diffusion du championnat de Ligue 1 de football pendant 3 ans. Dès lors, on ne vous regarde plus comme un asset, mais comme un fou. Cela attriste même votre adversaire Patrick Lelay. Et tous se trompent, le nombre des abonnements repart pour atteindre 10 millions en 2010 sur l'ensemble des chaînes du groupe. En réalité, ce qui vous a conduit à la présidence, c'est l'esprit de compétition. Vous détestez perdre. D'où peut-être votre sensibilité aux losers. J'aime bien les choses réputées un peu difficiles, déclarez-vous. Vous avez donc trouvé votre voie en vous confrontant à l'esprit Canal, dont l'impertinence est la marque des fabriques. Outre l'esprit Canal, vous devez faire face à une concurrence toujours plus rude, pour ne citer qu'Al Jazeera, dans les programmes sportifs. Puis, il y a aussi les sceptiques, les grincheux, les désabusés, qu'il faut sans cesse convaincre. Et les remarques les plus pertinentes fusent toujours autour de l'apéritif, alors que quelques jaloux jettent un coup d'œil au grand journal. Deniso, on l'aime bien, mais c'est un vieux dinosaure. Les guignols, c'était plus ce que c'était. D'ailleurs, ne changez plus la Miss Météo, car celle d'avant était toujours la meilleure. Mais les plus mauvaises langues se taisent lorsqu'on parle de Canal et de cinéma. Omniprésent lors de tous les événements importants du 7e art, la chaîne s'est spatiée derrière de nombreux films qui font l'actualité. Je sais, vous allez me répondre, il n'y a pas que les paillettes dans le monde, dans les médias, Canal+ n'est pas le plus grand appareil du monde, je ne suis pas Patrick Sébastien. Car si Anne Barthès amuse toujours autant, 2012 fut une année moins drôle pour Canal. Passionné de sport nautique, vous vous êtes rendu compte que David D17 s'était touché mais pas coulé, alors que le CSA annonce de lourdes contraintes. Vous laisserez donc la barre à Rodolphe Belmer en 2014 pour prendre la présidence du conseil de surveillance. Pardon, excusez-moi. On a rarement vu un patron français
tout juste 60 ans, excusez-moi, planifié de son plein gré l'abandon d'un poste opérationnel. Et vous savez, je crois que c'est le bon choix. J'en aurais fait autant à votre place. Enfin, on en parlera plus tard, si vous voulez. Ce soir, c'était Comment savoir au programme sur Canal. Voici l'histoire de Comment savoir en quelques mots. Lisa voit sa vie s'écrouler le jour où elle est exclue de l'équipe nationale de softball. C'est à ce moment que la jeune femme fait la connaissance de Mati, un joueur de baseball professionnel. Dont j'entends déjà dans la salle, on a bien fait de venir au mardi. Bref, j'ai fait la présentation de Bertrand Béheux et je vous souhaite un excellent débat. Monsieur Béheux, bonsoir. Merci encore d'avoir accepté notre invitation au Mardi des Secs. Vous disposez, comme c'est la tradition, d'un droit de réponse à la présentation que vient de faire Louis Debout. Je pense que ce serait trop long de faire la réponse en détail sur le portrait et je préfère attendre vos questions. Très bien. Donc nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet et parler de l'actualité brûlante de Canal+. Canal+ s'est construit historiquement autour de plusieurs thématiques fortes, dont le football. Récemment, avec le match PSG-Barcelone aller et retour, vous avez réalisé vos 2 records d'audience. Néanmoins, aujourd'hui, Canal+ fait face à la problématique d'Al Jazeera et de la chaîne beIN Sport, qui investit massivement dans la Ligue 1 et dans beaucoup de programmes qui étaient autrefois la chasse gardée de Canal+. Alors, PSG-Barcelone, est-ce que c'était pas pour Canal+, l'arbre qui cachait la déforestation, une sorte d'image qui cacherait la difficulté qu'il y a pour Canal+, qui s'annonce? Vous savez, on est habitué à la concurrence. Il y a quelques années, il y avait TPS, on a racheté TPS. Orange, France Télécom s'est lancé dans la diffusion et l'acquisition de droits sportifs et de cinéma. Orange a abandonné. Aujourd'hui, il y a Al Jazeera. On verra demain ce qui se passera. Mais pour répondre plus concrètement à votre question, dans tous les domaines du sport en particulier, nous avons le meilleur à offrir à nos abonnés. Vous citez la Ligue des Champions. Pendant toute la compétition, on a ce que l'on appelle le premier choix. Et le premier choix, c'est donc nous qui choisissons les matchs que nous diffusons. Et avec l'exemple des matchs PSG-Barça, c'est la raison du succès de cette audience que nous avons eue. Pour le championnat de France de Ligue 1 de football, c'est la même chose. On a les 2 meilleures affiches chaque journée, c'est-à-dire chaque semaine. Et cela satisfait nos abonnés. Il est vrai que nous aurions préféré avoir l'ensemble, mais à ce moment-là, il nous aurait fallu encore beaucoup d'autres chaînes pour les exposer afin de ne pas créer d'indigestion chez nos abonnés. Vous avez quand même pas l'impression dans cette histoire que beIN Sport dispose de moyens quasi illimités? Et à terme, vous ne pensez pas qu'ils peuvent racheter même l'intégralité des droits de la Ligue 1? Les contrats vont être renégociés dans 2-3 ans. Moi, je pense que les Qataris ou Al Jazeera peuvent acheter toute la France. Ça, c'est exact. Je pense que ça irait un peu plus vite s'ils achetaient le groupe Canal+, plutôt que de détruire de la valeur en perdant eux-mêmes de l'argent. Il faut savoir que les chaînes du groupe Al Jazeera vont perdre environ 350 millions d'euros cette année. Et je ne vois pas comment l'année prochaine ce serait moins. Aucune société industrielle dans la concurrence normale ne peut se permettre de telles pertes. Ils peuvent se le permettre, c'est la différence. Selon plusieurs estimations, il leur faudrait 5 millions d'abonnés pour qu'ils arrivent à être rentables. Vous pensez que c'est impossible qu'ils atteignent un tel nombre d'abonnés? Non, je vais vous faire la démonstration. 5 millions d'abonnés pour une offre qui est vendue 11 € TTC par mois. C'est le cas pour l'offre sport d'Al Jazeera. Quand vous enlevez la TVA et les marges de distribution, il leur revient 6 € par mois. 6 fois 5, ça fait 30 millions d'euros de chiffre d'affaires par mois. Ça fait donc 350 en gros par an. Pour des coûts supérieurs à 400 millions, la perte est toujours présente. Mais est-ce que l'objectif des Qataris, c'est vraiment d'être rentable? Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, ce qu'ils veulent, c'est surtout augmenter leur nombre d'abonnés, et ils réussissent, et notamment au détriment de Canal+, qui commence à perdre des abonnés. Non, je ne connais pas leur objectif. Je ne pense pas que cela puisse être d'avoir autant d'abonnés que le chiffre que vous avez indiqué. À ma connaissance, Al Jazeera a environ 1 200 000 abonnés aujourd'hui. Et il n'y a pas de raison que ce chiffre augmente sensiblement, puisqu'il n'y a rien de nouveau sur les antennes de beIN Sport, puisque tous les droits ont été achetés. Donc avec 1 200 000 abonnés, quand on considère que nous, sur la France métropolitaine, nous avons à peu près 10 millions d'abonnements
entre Canal+ et CanalSat, on est très loin du compte. Et pourtant, vous en avez perdu, non? Quelques abonnés à cause de cet impact Près de 80 000, sur la France métropolitaine, on a perdu un peu moins de 100 000 sur 10 millions, c'est-à-dire, vous faites le rapport, c'est moins de 1%, à un moment où nous avions déjà une part de marché très très importante. Et il y a de nouvelles concurrences qui arrivent, comme plus de chaînes gratuites. Il y a 25 chaînes gratuites en France. Les fournisseurs d'accès Internet qui eux-mêmes fournissent des programmes et des contenus. Et je trouve qu'à cet égard, notre performance est plutôt bonne de maintenir ce parc d'abonnés. Et n'oubliez pas que la France n'est qu'un des éléments du dispositif de Canal+. Nous sommes présents dans de nombreux pays de la planète, en particulier sur les territoires francophones. En Afrique, on est dans un grand nombre de pays. On a des activités au Vietnam, en Pologne. Bien évidemment, les réserves de croissance sont plutôt en dehors de la France métropolitaine. Donc si on vous écoute, il n'y a pas réellement d'inquiétude face à l'arrivée de Beansport? Mais non, mais ça dépend de la définition du mot inquiétude. Je veux dire, on est toujours tout responsable d'entreprise et vigilant à la concurrence qui s'organise en face de lui. Bien évidemment, avoir un concurrent avec des moyens illimités, c'est pas une bonne nouvelle parce que ça nous coûte de l'argent. Soit nous sommes en concurrence pour l'acquisition de droits que nous perdons et c'est désagréable, soit nous les obtenons et en général on les paye plus cher qu'avant. Donc c'est un élément qui est plutôt négatif. Alors est-ce que c'est de l'inquiétude? Je n'irai pas jusque-là, mais c'est un point d'attention important. Vous avez donc été amené à redéfinir un peu la stratégie de Beansport, avec notamment l'acquisition récente de la Formule 1. De Canal+, pardon, avec l'acquisition récente de la Formule 1. Pourquoi un tel choix, une telle orientation stratégique? Nous, on pense que les ressorts de la télévision payante, c'est de pouvoir offrir à une famille, à un foyer, des chaînes de télévision avec des programmes généralistes. Généralistes, ça veut dire du cinéma, des fictions, du sport, mais beaucoup de sport, c'est-à-dire que Canal diffuse 60 sports, et être trop monolithique ne permet pas de satisfaire un nombre important de personnes dans le foyer. Notre métier, c'est donc d'amortir des coûts de contenu très élevés sur une base de population très large, avec un grand nombre de consommateurs dans chaque foyer. Et ce n'est pas le cas quand vous vendez une chaîne spécialisée de sport. Vous n'attirez que des personnes très particulières, et en tout cas certainement pas l'ensemble des personnes du foyer. Alors, toujours pour rester dans l'actualité de ces 15 derniers jours, Rémi Pfimelin, donc le PDG de France Télévisions, a annoncé récemment qu'il comptait voir la publicité revenir après 20h sur le service public. À la suite de cette annonce, François Hollande a reçu un certain nombre de dirigeants de groupes privés. C'était le 2 avril dernier. Vous ne vous y êtes pas rendu. C'était parce que vous n'y étiez pas convoqué ou parce que non. vous ne vous sentez pas concerné par le retour de la pub sur France Télé? Un certain nombre d'acteurs de la télévision gratuite dont nous sommes, acteurs de la télévision gratuite, ont voulu signer une pétition à la destination du président de la République, et j'ai refusé de signer cette lettre. Et c'est la raison pour laquelle, ne l'ayant pas signée, je ne faisais pas partie de ce groupe qui a été reçu à l'Élysée. Alors pourquoi je pense que les difficultés pour élaborer le budget de France Télévisions sont telles qu'il faut légitimement se poser la question de la publicité sur leurs antennes. Alors nous-mêmes, cela nous affecterait parce que nous avons des revenus sur nos chaînes qu'elles s'appellent D8, D17, iTélé ou les tranches en clair de Canal, des revenus qui proviennent de la publicité. Je pense que c'était un combat qui n'était pas nécessaire de mener. Et vous pensez que c'était une hypocrisie de la part de TF1 et M6 qui contrôlent une grande partie des revenus de la publicité en France? Moi, je pense que TF1 et M6 sont souvent sur le mode défensif. Vous le disiez à juste titre, quand je suis arrivé en 2002, tout le monde me disait le modèle de la télévision payante est mort, Canal c'est fini, vive la télévision gratuite. Et nous avons redressé et développé très sensiblement Canal+. Aujourd'hui, nous-mêmes entrons dans la télévision gratuite et tout le monde me dit la télévision gratuite est morte parce que le marché publicitaire est en contraction, qu'il y a un plus grand nombre d'acteurs et qu'on ne peut pas y réussir. Moi, je pense qu'on peut réussir. Et que le secret dans toute industrie, y compris celle-ci, c'est d'être en permanence dans la dynamique, dans l'offensive et dans le développement. Alors, et non pas dans la protection
Et je pense que la protection est parfaitement éphémère quand on voit aujourd'hui les modes de consommation qui évoluent, la possibilité pour chacun d'accéder à tous les contenus qu'il souhaite et de façon, ce que l'on appelle non linéaire. Je crois que vouloir mettre des barrières me semble être assez difficile. Alors, qu'est-ce qui vous a poussé concrètement donc, à investir dans la télévision gratuite ? Donc, je rappelle que Canal+ a racheté Direct 8 et notamment Direct Star pour créer les chaînes D8 et D17. Nous, notre raisonnement était le suivant. Sur la France, comme on le disait tout à l'heure, on est peut-être à une forme d'asymptote pour ce qui concerne le développement de nos abonnements de télévision payante, parce qu'on a une part de marché très élevée et que la croissance est plus difficile à trouver. Toute entreprise a besoin de relais de croissance. Sur la France, je considère que la télévision gratuite est un relais de croissance pour nous, parce que cela nous permet d'accéder à un marché de la publicité qui représente à peu près 3 milliards d'euros par an, alors même que sur ce marché, nous ne réalisions que 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et donc je pense qu'on peut avoir une ambition nous permettant d'aller beaucoup plus loin dans le chiffre d'affaires et les revenus publicitaires. C'est la raison pour laquelle nous avons acheté ces deux chaînes. En parallèle, il y a un autre raisonnement qui aboutit à la même conclusion, c'est que nous voulons renforcer nos investissements dans les contenus. La bataille qui va se livrer sur les années prochaines se fera autour de la qualité des contenus, quels qu'ils soient, le sport, le cinéma, la fiction en particulier. Et pour être compétitif face à des acteurs, en particulier américains, il faut pouvoir mettre autant d'argent qu'eux dans ces fameux contenus. Être présent à la fois dans la télévision payante et dans la télévision gratuite permet aux œuvres d'être exposées plusieurs fois. Une première fois sur la télévision payante, puis 1 année à 2 années après sur la télévision gratuite. Chacun contribuant au financement de l'œuvre en question. Donc on est rentré dans la télévision gratuite pour avoir accès à des diversifications de revenus et pour mieux financer les contenus. On va revenir juste après sur les interactions entre le groupe Canal+, enfin entre la chaîne Canal+, et la chaîne D8. Ça fait maintenant 6 mois que la chaîne D8 a été lancée. Quel bilan vous dressez de ces 6 mois ? Est-ce que c'est un succès pour l'instant ? Pour l'instant, nous considérons qu'en termes éditorial et de part de marché, le résultat est satisfaisant. Quand nous avons pris D8, par exemple, cette chaîne faisait 1,8% de part d'audience. Et là, D8 est maintenant régulièrement la première chaîne de la TNT avec 3,5 et plus de part d'audience. Donc en finalement relativement peu de temps, on a réussi à augmenter cette part d'audience. Où je suis pour l'instant moins satisfait, c'est lorsque l'on considère les revenus publicitaires associés qui doivent suivre cette tendance, ne sont pas toujours au niveau de cette part d'audience que l'on a. C'est lié à la contraction du marché de la publicité que vous avez vu. Non, il y a la contraction du marché de la publicité et il y a toujours un décalage dans le temps, puisque vous vendez à vos annonceurs une part d'audience qu'il faut avoir démontrée. Et donc les prix de vente de votre GRP, c'est l'unité d'exposition pour un annonceur, n'est pas encore au niveau qu'il sera l'année prochaine, puis l'année d'après. Est-ce qu'il n'y a pas une différente qualité d'audience ? C'est-à-dire que, par exemple, quand on voit les chaînes Direct 8 ou iTélé, ils visent davantage des catégories socio-professionnelles assez élevées et est-ce que ça ne serait pas plus facile à vendre à vos annonceurs ou Nous, sur D8 et D17, on a pour ambition d'avoir une ligne éditoriale cohérente en termes de cible publicitaire avec nos priorités. Nos priorités, c'est ce qu'on appelle le CSP+. Comme c'est le cas pour Canal+ et iTélé, D8 est régulièrement la première chaîne de la TNT pour la cible des CSP+. Alors, est-ce que c'est plus facile à vendre aux annonceurs, même avec une part d'audience plus basse ? Non, je pense que la commercialisation des écrans publicitaires, c'est un métier de commercialisation qui est réalisé par des régies publicitaires. Et nous avons pour ambition de créer en France, de la développer, et c'est déjà le cas, la régie publicitaire des CSP+. Nous avons une équipe qui est chargée de vendre tous les écrans disponibles sur cette tranche particulière aux annonceurs. Et nous avons des accords avec des partenaires extérieurs, comme par exemple avec UGC. Je ne sais pas si vous avez remarqué en allant dans un cinéma UGC, nous sommes la régie publicitaire d'UGC. Depuis 1 an, oui. Vous semblez donc assez satisfait pour l'instant du lancement de Direct 8.
le lancement de cette chaîne a suscité de nombreuses réactions. Il y a par exemple le patron de W9, une des chaînes concurrentes de Direct 8, donc Monsieur de Vincel, qui souligne que 45% de l'audience de Direct 8 est réalisée exclusivement par l'émission Touche pas à mon poste et le feuilleton Navarro. Est-ce que la chaîne n'est pas trop fragile, encore trop dépendante d'un nombre trop limité de programmes en fait? Non, je ne le pense pas, parce quand je parle de part d'audience, c'est en moyenne de la journée ou du mois ou de la semaine, et ça couvre donc toutes les tranches horaires. Ça ne sert à rien d'être le premier en ce qu'on appelle prime time si le reste de la journée vous effondrez. Notre part de marché, elle est cohérente sur la journée. Il n'y a pas un petit pic au moment de il y a toujours des pics ou des creux chez tout le monde, mais par exemple, ce qu'on appelle l'access prime time, avec Touche pas à mon poste, est très très élevé et donc tire l'audience pour le prime time qui arrive après. Mais bien évidemment, il y a des creux et des pics dans la journée, mais on a une audience relativement homogène. Et je suis assez fier de constater que des chaînes qui pensaient être leaders de la TNT, qui sont passées derrière maintenant, essaye de démontrer pourquoi notre audience est moins bien que la leur alors qu'elle est plus grande. Alors pour revenir sur les interactions entre Direct 8 et la chaîne Canal+, est-ce que vous ne pensez pas justement qu'avec ces émissions qui fonctionnent, il y a un risque de cannibalisation de l'audimat de Direct 8 sur celui de Canal+, au moment où Canal+ est diffusé en clair en fait? Mais dans un monde dans lequel il y a de la profusion, je disais il y a 25 chaînes gratuites, vous ne pouvez pas concentrer sur une chaîne toute l'audience. Et donc la stratégie consistant à répartir sur plusieurs chaînes l'audience, je pense que c'est la bonne stratégie. C'est-à-dire que ce que fait TF1 avec TF1, NT1, TMC, ils ont 3 chaînes gratuites sur la TNT, c'est ce qu'essaye de faire M6 avec M6 W9. Il est absolument normal qu'avec un plus grand nombre de chaînes, l'audience par chaîne s'érode. Nous, on a l'avantage de commencer, alors même que les chaînes nationales historiques sont TF1, France 2 ou quelques autres, voient une érosion très forte, mais qui est normale face à l'augmentation de l'offre. Vous venez de l'évoquer, vous vous attachez beaucoup au contenu que vous produisez. Est-ce que de manière plus globale, il n'y a pas un risque de voir Canal+ perdre des abonnés, étant donné que de nombreuses séries maintenant sont rediffusées sur Direct 8 environ 1 an et demi, 2 ans après? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de ce point de vue-là? De dire finalement je vais attendre un peu et les voir sur Direct 8 plutôt que m'abonner à Canal. Non, mais justement, c'est ce que j'évoquais sur le financement des œuvres. Une série qui est diffusée sur D8 2 ans après Canal contribue au financement parce qu'elle paye pour diffuser la série qu'a financé Canal en première fenêtre. C'est ce qu'on appelle en France la chronologie des médias. En général, les films ou les séries sont diffusés avant sur une chaîne payante, puis 1 an ou 2 ans après sur une chaîne gratuite. Le consommateur qui veut de la récence, il prend un abonnement à une chaîne payante. Et franchement, je ne pense pas que ceci fasse de la cannibalisation, parce qu'attendre 2 ans, c'est très long. Alors, pour poursuivre un petit peu, on parlait de la chronologie des médias, c'est notamment vrai pour le cinéma. Donc je rappelle que Studio Canal est un acteur majeur du cinéma français. Ça fait partie aussi de l'âme de Canal+. Plus globalement, l'année 2011 a été quand même un franc succès pour Canal+, avec des films qui ont été primés, des films qui ont eu des succès en salle. On a eu l'impression qu'en 2012, c'était beaucoup plus difficile, avec des déceptions, comme des films comme Les Seigneurs ou Clo-Clo. Alors comment, pour vous, s'annonce l'année 2013 ? Comment a débuté l'année 2013 du point de vue cinématographique ? Alors, le Studio Canal, c'est donc un studio, comme son nom l'indique, de production et de distribution de films. Ce n'est pas le métier des chaînes de Canal+, qui, elles, diffusent des films achetés à Studio Canal ou à d'autres studios. Studio Canal, nous avons voulu prioriser notre développement à l'international. Nous avons acheté une société en Grande-Bretagne il y a 4 ans, une société en Belgique plus récemment avec une expertise dans le domaine de l'animation, ce qu'on appelle l'animation en 3D. Nous avons acheté une société en Allemagne il y a 3 ans, une autre en Allemagne en fin d'année 2012, une en Australie pour couvrir Australie-Nouvelle-Zélande, afin que l'on puisse mitiger nos risques sur un plus grand nombre de territoires lorsque nous investissons dans un film.
Et Studio Canal est devenu profitable. Studio Canal a perdu beaucoup d'argent dans le passé, avant 2002, et est devenu profitable grâce à cette stratégie d'internationalisation et de vente des films sur tous les supports, en commençant par la salle. Nous sommes distributeurs de films en salle, distributeurs en DVD ou en VOD, et Studio Canal vend les films aux chaînes de télévision. Alors, pour ce qui concerne la salle en France, comment se passe en 2013, on peut citer le succès de Boule et Bill. Je ne sais pas si on peut si vous avez vu ce film, si ça correspond à votre Non, j'ai pas eu le plaisir de le goût, voir. mais c'est un J'aime succès. les dessins animés, hein. Je crois que c'est le premier film de l'année, enfin un film français de l'année qui doit dépasser 2 millions d'entrées, par exemple. Et alors, nous, on est assez novices dans le domaine de l'investissement pour la production de films. Est-ce que vous pourriez nous expliquer rapidement comment est-ce qu'un film est choisi, qui est à l'initiative d'un partenariat entre Studio Canal et les réalisateurs, ou quels sont les acteurs avec qui vous interagissez? Alors, cette notion n'est pas simple à expliquer. Studio Canal intervient très en amont, à un moment où un producteur qui a l'idée d'un film essaye de trouver un distributeur en France ou sur d'autres territoires. Studio Canal analyse le film sur le papier, parce qu'à ce moment-là, on ne connaît qu'un scénario, voire une idée concernant la réalisation et le casting, et décide ou non d'acquérir le film. Et quels sont les critères pour cette décision? On a de nombreux critères. On analyse le potentiel des ventes internationales. Le potentiel cinématographique ou le potentiel financier, en fait? Le potentiel financier, mais le potentiel financier résulte très souvent du potentiel en nombre d'entrées en salle ou en nombre de DVD vendus. Donc on a des équipes spécialisées, déjà pour savoir lire un scénario, c'est pas évident de se représenter un film. Et ces équipes font des évaluations, mais plusieurs équipes font les évaluations. On fait des moyennes à partir de ces évaluations et on définit un montant qu'on est prêt à mettre pour le film au niveau de Studio Canal. Alors ce film peut être pris par Studio Canal ou pas pris. Néanmoins, le film a besoin de diffuseurs, quel que soit le coproducteur ou le distributeur, et tous les producteurs viennent voir nos chaînes de cinéma, Canal+, Ciné+, pour payer, pour faire une proposition pour avoir un droit de diffusion, donc très tôt dans le temps après la sortie en salle, et c'est ce qui crée le premier élément de financement du film. Quand Canal+, en particulier, fait son préachat, c'est-à-dire 1 an à 2 ans avant la sortie du film, c'est le début du financement. C'est pour le producteur la presque garantie que le film ira jusqu'au bout, puisqu'ensuite il faut qu'il trouve des financements de complément, mais qui sont plus faciles à obtenir si Canal+ a décidé de ce préachat. Alors, je peux juste vous donner quelques chiffres. Sur la France, nos équipes reçoivent 600 scénarios de films par an, de films français. En France, il y a 200 films produits par an en France, et nous-mêmes en préachetons à peu près 150. Donc vous donnez une idée de l'économie de ce secteur. Canal, les chaînes de Canal+, préfinancent en gros 75% des films qui sont produits en France. Alors pourquoi les 25% ne sont pas financés? Parce que on estime que la valeur du film n'est pas à la hauteur de ce que nous on espérait, et donc en général on renonce. Mais lorsque nous finançons pour les films, les 75% de films que nous finançons, en général le producteur arrive à un équilibre budgétaire jusqu'au bout. Qu'est-ce qui fait justement la singularité de Studio Canal par rapport à d'autres studios de production, TF1 Film, M6 Film? Qu'est-ce qui fait qu'on va venir vous voir, vous, plutôt qu'un autre studio de production? Parce que nous avons des équipes de distribution et de commercialisation internationales sur différents territoires qui permettent de valoriser le film. Et une expertise de nos équipes est justement le marketing et le lancement d'un film. Le lancement d'un film, c'est comme un produit. Il faut savoir le positionner par rapport aux autres sorties, il faut savoir investir en marketing au bon niveau, et ça, il s'agit d'une expertise. Et par ailleurs, Studio Canal est beaucoup plus important que les petits studios que vous avez évoqués, TF1 et SND de M6. Studio Canal est le premier studio européen indépendant.
Le catalogue, c'est-à-dire la propriété en droit de Studio Canal, concerne 3000 titres, entre 3 et 5000 titres de films. C'est le plus grand catalogue indépendant qui existe en Europe. Et vous pensez qu'en vous internationalisant, vous pourrez concurrencer des studios de production américains ? Non, Est-ce que parce c'est que l'objectif ? nous ne le souhaitons pas, parce que nous ne sommes pas du tout on ne vise pas les mêmes lignes éditoriales et les mêmes données financières. Les grands studios dans le monde américain dont vous parlez, c'est Warner, Fox, Universal, Columbia, et j'en oublie quelques-uns, mais vous en avez 4 ou 5 qui sont vraiment les plus grands. Ces studios financent à peu près 20 films par an, entre 15 et 20 films par an. Pour nous, ce n'est pas suffisant en termes de quantité. Par contre, chacun des films financés par ces studios a un budget de l'ordre de 150 millions de dollars, si je prends une moyenne, alors que la moyenne des films que l'on finance est beaucoup plus modeste. Nous ne sommes pas du tout sur le même créneau. C'est un créneau très compliqué. Je ne suis pas sûr qu'on serait très bon. Il faut se tromper moins souvent que l'on... Vous avez l'habitude de le faire ? L'économie d'un film n'est vraiment pas simple. Et quand on regarde les films de grands studios, de temps en temps, il y a de très grands flops qui coûtent très très cher. De temps en temps, il y a de très très grands succès qui rapportent beaucoup d'argent. Mais l'équilibre n'est vraiment pas simple à obtenir. Alors, autre singularité de Canal, Studio Canal. Parce que, excusez-moi, ce sont des prototypes à chaque fois. Imaginer la réception par le public n'est pas toujours évidente. Donc vous vous distinguez aussi par la production de séries. Dans le jargon de Canal+, on appelle ça les créations originales. Ce sont des séries qui connaissent un succès fou. Est-ce que ces séries, justement, arrivent à être plus rentables que les films que vous produisez ? La notion de rentabilité est un peu plus complexe à établir, parce que l'économie d'une série est quasiment limitée à son exploitation à la télévision. Comme la série que nous finançons n'est diffusée que sur Canal, en réalité, c'est un équilibre qu'il convient de définir par rapport à notre base d'abonnés. Et ça, c'est tout le métier de la télévision payante, et je vous en dirai un mot. Mais l'économie d'une série, en tant que telle, n'existe pas pour nous. Il faut simplement être capable de produire à un niveau d'excellence le plus élevé possible. Pour vous donner une idée, en France, les grandes chaînes gratuites font des séries qui coûtent en gros 700 000 euros de l'heure. Nous, depuis plusieurs années, on a déjà dépassé le 1 million d'euros de l'heure. Et l'ambition, c'est d'arriver au niveau des grands producteurs américains qui sont plutôt à 2,5 millions d'euros de l'heure. Pour dépenser 2,5 millions de l'heure et être rentable, il faut des coproductions internationales pour amortir ces séries sur plusieurs territoires. Et c'est notre ambition. Alors, on l'a compris, l'investissement de Canal+ dans le cinéma est vraiment substantiel. Il y a d'ailleurs un certain nombre de lois qui régissent le montant des investissements de Canal+ dans le cinéma français. L'État vous oblige notamment à investir une certaine part de votre chiffre d'affaires dans la production cinématographique. Alors, à combien s'élève cette part, dans un premier temps ? Et est-ce que vous investiriez autant sans cette obligation ? Alors, l'obligation que nous avons concernant le cinéma est de consacrer 12,5% de notre chiffre d'affaires au préachat de films, en gros français. Est-ce que nous maintiendrions ces investissements s'il n'y avait pas cette obligation ? Je dirais oui, et de plus en plus. Pourquoi ? Je crois que le cinéma français, pour nos chaînes françaises, représente un élément de distinctivité par rapport à tout ce que l'on peut trouver ailleurs. Demain, avec l'émergence de nouveaux modes de consommation, vous pouvez accéder à toutes les séries américaines, tous les films américains, en dehors même de la diffusion sur une chaîne de télévision. Le cinéma français est exclusif si nous arrivons justement à acheter cette exclusivité, et je considère que c'est un avantage de notre ligne éditoriale. Est-ce que vous pensez qu'il y a une valeur ajoutée en termes d'image pour Canal+, pour le groupe Canal+, de produire des séries françaises et d'investir dans des films français ? Je pense qu'investir dans le cinéma français, c'est un élément distinctif qui amène une forme d'exclusivité. Les séries dans lesquelles nous investissons ne sont pas forcément françaises, parce que justement, pour avoir des financements larges, il s'agit de coproductions internationales où nous devons intéresser d'autres acteurs que les simples diffuseurs français. Et qu'est-ce qui s'exporte le mieux entre les films produits par Canal+ et les séries ?
Est-ce que les séries s'exportent en fait? Alors les séries, nous avons des séries que nous avons vendues dans un très grand nombre de pays, achetées y compris par la BBC en Grande-Bretagne ou NBC aux États-Unis, alors que pour ce qui concerne l'activité de nos chaînes de télévision payantes, nous ne possédons pas le film. Nous avons un droit de diffusion, mais donc nous ne le commercialisons pas. Seul Studio Canal commercialise des films, mais pour en gros une vingtaine par an. Pour conclure cette partie sur le cinéma, nous aimerions revenir sur la polémique autour du salaire des acteurs. La tribune de Vincent Maraval dans Le Monde a fait grand bruit. Des réalisateurs comme Pascal Thomas ont déclaré « Les vedettes et leur argent ont fait au cinéma français ce que le couple Ben Ali a fait à la Tunisie ». Est-ce que vous partagez le diagnostic ? Non, moi je pense que c'est une polémique, en tout cas qui n'est pas constructive, et je crois que chaque producteur est responsable de son budget. Dans le budget, il y a bien évidemment les salaires des acteurs. L'essentiel est de trouver l'équilibre. Moi, je n'ajouterai pas à la polémique sur ce sujet. Justement, c'est ce qui est reproché à ces films, c'est d'arriver à ne pas arriver à atteindre cet équilibre. Oui, parce que je pense que la presse s'est fait les choux gras de quelques films qui n'avaient pas marché, dans lesquels il y avait des grands acteurs qui ont été payés beaucoup. Ça, c'est le problème du prototype. Vous avez des prototypes qui marchent ou qui ne marchent pas. Qui aurait dit que Bienvenue chez les Ch'tis allait marcher, ou quelques autres films. Bienvenue chez les Ch'tis, pour vous donner une idée, il nous avait été proposé chez Studio Canal. Et nos équipes, dans l'évaluation qu'ils en ont faite sur la France, ont pensé que le film ferait entre 4,5 millions d'entrées salles en France. Pathé, distributeur, a pensé qu'il ferait 5 millions. C'est Pathé qui a eu la distribution du film, et le film a fait 20 millions d'entrées. Vous voyez, on se trompe beaucoup. Autre film qui a marché, Intouchable, est-ce qu'il vous a été proposé ? Je ne pense pas qu'il ait été proposé à Studio Canal à ce moment-là. Pourtant, mais bien sûr, on les diffuse sur nos antennes, c'est-à-dire qu'on fait un préachat du film. Ils ont été diffusés et sont diffusés sur les antennes de Canal. C'est un tout petit studio de production, TF1 Film, du coup, qui l'a financé et qui a gagné beaucoup d'argent dessus. Oui, non, je plaisante pas sur la notion de petit, mais TF1 Film sur la durée perd beaucoup d'argent selon les années. Sur cette année-là, ça n'a pas été le cas, mais en général, le résultat n'est plutôt pas positif. Alors toujours dans cet esprit de mettre en avant le cinéma, vous avez lancé en 2011 une nouvelle offre, Canal Play Infinity. Pour expliquer rapidement, c'est un service de SVOD, un service de vidéo à la demande. Donc avec un abonnement mensuel de près de 10 €, on peut accéder à un catalogue de films, de près de 3000 films, je crois, sur Canal Play Infinity. Est-ce que vous pouvez revenir rapidement, pour expliquer au public, sur la chronologie des médias que vous expliquiez avant, et nous expliquer ainsi le parcours d'un film après sa sortie en salle? Alors, tous les pays disposent d'une chronologie des médias. Elle n'est pas la même selon le pays. Pour ce qui concerne la France, celle-ci est la suivante. Le film, d'abord, sort en salle. 4 mois après, il peut être offert en vidéo à la demande à l'acte, c'est-à-dire un téléchargement unitaire. Puis cette fenêtre-là se referme pour la télévision payante qui s'ouvre à 10 mois après la sortie en salle. La télévision payante ayant une exclusivité pendant 12 mois, donc 10-22. À partir de 22 mois, c'est la télévision gratuite, là aussi en gros pour 12 mois, donc 34 ou 36 mois. Et après les 36 mois, c'est ce que vous appelez la SVOD, c'est la vidéo à la demande par abonnement. Alors pourquoi cette chronologie des médias ? Chaque acteur des différentes fenêtres de cette chronologie participe au financement du film. La salle, c'est bien évident, par l'intermédiaire des tickets vendus aux spectateurs. La VOD, pour un téléchargement qui est vendu 5 € à l'unité. L'abonnement à Canal+, qui est de l'ordre de 40 €. Les chaînes de télévision gratuites payent ensuite parce que le film leur permet d'avoir accès à des revenus publicitaires. Et arrive enfin la vidéo à la demande par abonnement avec des tarifs de l'ordre de 10 € par mois pour chaque abonné. Mais l'abonné n'a accès qu'à des films de 36 mois. En gros, donc il n'y a pas la récence. S'il n'y avait pas ces fenêtres successives et si elles n'étaient pas étanches les unes par rapport aux autres, aucun des acteurs exploitants de chaque fenêtre ne paierait le montant qu'il paye aujourd'hui.
Pourquoi la télévision payante paye cher un film? C'est parce qu'elle a une jouissance exclusive dans une certaine période de temps de la diffusion du film. Si tout était mélangé, on ne paierait plus le film. Or, qui finance les films? Ce sont principalement la télévision payante, la télévision gratuite et la salle. En gros, ce sont les trois types d'exploitation qui financent le film. La vidéo à la demande et la vidéo à la demande par abonnement ne sont que très faiblement contributeurs. Donc vous ne devrez pas, pour un changement de la législation, de sorte que votre catalogue de films incorpore des films qui ont moins de 36 mois? Est-ce que c'est vrai que l'offre ne paraît pas très alléchante, l'offre de Canal Play Infinity? Si, elle est alléchante dans la mesure où vous avez des catalogues très très larges, très très profonds. Et pour les fans de cinéma, ça leur permet d'avoir accès à beaucoup beaucoup de films. Et finalement, quelque part, je contredis ce que je viens de dire, mais 36 mois, ça passe aussi très vite. Si je vous citais des films de plus de 36 mois, vous seriez surpris et vous penseriez qu'ils sont plus récents. On a notamment vu récemment que M6 avait refusé de se lancer dans ce secteur. C'est un secteur assez compliqué. Il est difficile d'avoir une exploitation positive parce que une plateforme de vidéo à la demande coûte cher à l'exploitant. C'est des infrastructures, c'est beaucoup d'informatique, c'est des acquisitions de droits et il est très difficile de la rendre rentable. Pourquoi le faisons-nous ? Nous pensons que c'est un service qu'on peut donner à nos abonnés. C'est aussi la possibilité de conquérir d'autres abonnés qui ultérieurement pourraient être intéressés par des abonnements de chaînes de télévision. Donc c'est lié à l'environnement, mais en tant que tel, les plateformes sont très difficiles à rendre positives. Et si vous vous êtes lancé dès 2011 dans cette aventure, c'est pour anticiper la venue d'acteurs comme Amazon, Netflix, qui sont pressentis, qui étaient pressentis pour 2013, qui retardent sans arrêt leur arrivée. Oui, également. Votre point est exact et excellent. Des acteurs comme Netflix. Donc Netflix, c'est l'opérateur américain de vidéo à la demande par abonnement. 30 millions d'abonnés aux États-Unis, en gros 10 millions hors États-Unis. C'est un acteur très puissant, donc capable d'investir dans le contenu. Il faut que nous soyons présents avec nos marques pour que le consommateur fasse plutôt un choix en faveur de Canal Play Infinity, plutôt que Netflix. Est-ce que la législation de la chronologie des médias est aussi contraignante aux États-Unis qu'en France? Comment expliquer le fait que Netflix marche aussi bien Netflix est plutôt là aussi dans le domaine des films de catalogue. Netflix a cependant investi dans des séries exclusives et très récemment qui distinguent son offre pour donner de la récence et de la fraîcheur. Mais l'offre de cinéma n'est pas récente. En fait, on a un peu l'impression... Est-ce qu'il n'y aurait pas en fait une sorte de compromis qui existerait entre l'État français et les chaînes? L'État vous embêterait en quelque sorte avec l'exception culturelle française, avec l'obligation d'investir dans le cinéma français, et en échange, grâce à la législation, grâce à la chronologie des médias, elle tient un petit peu à l'écart les prédateurs du web type Netflix. Je pense que c'est une situation qui existe depuis 1984, date de création de Canal+. Donc c'est pas récent. Au fil du temps, les différents paramètres se sont précisés, mais l'engagement de Canal dans la production de cinéma date de sa création. Et on peut constater que la France est le seul pays en dehors des États-Unis qui a une vraie industrie cinématographique. Je mets l'Inde un peu à part pour d'autres raisons. Et pourquoi la France a une industrie cinématographique? C'est grâce à ce système de financement qui nécessite les fenêtres dont on vient de parler. Vous devez aussi faire face à l'arrivée de la télé connectée, qui représente un enjeu encore majeur pour vous. Est-ce que vous n'avez pas peur de voir le marché de la télé encore se fragmenter plus qu'il ne l'est actuellement? Vous savez, le paradoxe, c'est que la profusion de choix, en fait, tue le choix. Si vous avez accès à des catalogues absolument infinis, vous pouvez peut-être combler un besoin absolument urgent de quelque chose que vous auriez raté, mais après 1, 2, 3 utilisations, vous avez du mal à faire votre choix. Le rôle des éditeurs de télévision, que ce soit les TF1, les canals ou autres, c'est de proposer des choix
à leurs clients ou téléspectateurs dans un monde où la profusion est énorme. Et ceci sera encore plus vrai avec les téléviseurs connectés, parce que le téléviseur connecté, et il y en a déjà beaucoup aujourd'hui, tous les téléviseurs sont connectables, ils ne sont pas tous connectés. Ces téléviseurs connectés permettent d'une part l'accès à des contenus non linéaires, c'est-à-dire non diffusés par une chaîne de télévision. Vous allez chercher dans les services à la demande. Mais ça permet aussi d'accéder sur Internet à tout un tas de vidéos auxquelles vous n'accédez qu'avec votre ordinateur. Et ce qu'on constate en fait, c'est que même sur Internet, la plus grande consommation de programmes concerne des programmes de télévision qui sont téléchargés ou regardés en rattrapage. Donc la force de la télévision est encore très très forte. La télévision est un média de rassemblement. Vous diffusez des événements et vous orchestrez une ligne éditoriale pour satisfaire votre consommateur, par exemple dans le domaine du cinéma et de la série. Mais le poids du média est très important et le poids de la marque. Nous aimerions à présent revenir sur Canal+, non plus sur la stratégie, sur le défi du groupe, mais sur l'esprit du groupe et notamment de la chaîne, cet esprit souvent qualifié d'impertinent et qui est symbolisé comme des programmes emblématiques comme les Guignols de l'info. Alors est-ce que vous revendiquez toujours cette impertinence ? Est-ce qu'on peut parler vraiment d'un esprit Canal ? Je crois qu'on a beaucoup parlé de l'esprit de l'esprit Canal. Je crois que d'abord, il n'est pas unique et il évolue en fonction des attentes des consommateurs et de la société en général. C'est pas la même chose en 2013 qu'en 1984. Nous, on a le devoir pour la partie de télévision payante, c'est quoi ? Il faut susciter une envie d'un client qui va s'abonner. Quelque part, c'est la même chose que de s'abonner à un club de gymnastique. Vous choisissez votre club de gymnastique en fonction de l'image qu'il dégage, de la façon dont il vous valorise, le restaurant, la piscine, et pas seulement les haltères. Canal, c'est un peu ça. Qu'est-ce que vous valorisez ? Nous, on valorise des programmes uniques. Vous citez les guignols de l'info, sans baisser pendant des années. Des années, je devrais savoir exactement la date, mais au moins 15 ans, voire 20 ans de guignols. Ça attire toujours le public. Et pourquoi ? Quand on fait les analyses, c'est que le public pense que nos équipes sont libres et le public peut espérer avoir accès à un regard qui est différent des regards plus traditionnels. Alors, vous dites que les Guignols sont libres, mais la chaîne a quand même, et cette émission en particulier, a souvent été critiquée, même taxée de chaîne gauchiste. Est-ce que Canal, c'est une chaîne de gauche ou c'est une chaîne qui a compris comment rentrer dans l'opposition, comment jouer, comment utiliser ? J'ai vraiment beaucoup entendu ça. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, avec un gouvernement de gauche, on nous dise pas qu'on est une chaîne de droite. Le fait d'être dans la caricature très souvent rend très pénible pour celui qui est caricaturé l'image qui est véhiculée de lui-même. Et donc, on est finalement perçu toujours à part. Mais est-ce que vous ne jouez pas sur cet aspect pour faire de l'audience ? Un mot sur le sujet. À un moment, on me disait que iTélé, c'est notre chaîne d'information en continu, était une chaîne dite de gauche. Mais je le conteste absolument. Je pense qu'une chaîne d'info en continu, elle doit être équilibrée. Et je crois qu'iTélé est équilibrée. Alors, en plus de ces critiques, donc sur la chaîne gauchiste, il y a des critiques qui portent énormément sur les émissions comme Le Grand Journal, Le Petit Journal actuellement, qui se sont critiquées énormément pour leur légèreté, pour leur côté bling-bling. Par exemple, l'année dernière, il y a des journalistes du Petit Journal qui ont failli se faire retirer leurs accréditations. La semaine dernière, c'était Nabila qui était accueillie en grande pompe dans la deuxième partie du Grand Journal. Il y a un livre de contestation du Grand Journal par un ancien chroniqueur, Olivier Pourriol. Est-ce que... comment vous viviez toutes ces critiques ? Vous savez, les gens qui ont été licenciés de chez nous ont parfois ressentent le besoin d'écrire. D'abord, le livre de Pourriol ne critique pas spécifiquement Canal, il critique la critique littéraire à la télévision. Lisez bien cet article et son livre, et c'est pas spécialement Canal+ qui est considéré. Mais la relation du public à Canal+, elle est assez étonnante. On suscite vraiment beaucoup d'émotions, de haine, d'amour, d'envie,
Et cette chaîne ne laisse pas indifférente. Je crois que c'est aussi là une forme de rançon du succès. Et je pense aussi que nos émissions comme Le Grand Journal ou Le Petit Journal doivent être dans l'actualité. Elles sont d'ailleurs plutôt plébiscitées par le public. Bon, j'ai pas d'opinion à donner sur Nabila, mais si c'est un phénomène de société, c'est pas incohérent qu'on puisse la voir sur Le Grand Journal. Moi, ce que je constate, c'est que tous les grands artistes américains ont comme priorité de passer au Grand Journal. Tous les grands artistes américains sont dirigés vers Le Grand Journal par leurs agents. Nous aimerions à présent revenir un petit peu plus sur vous, Monsieur Meyeux, sur votre parcours. Louis l'a décrit. Vous n'étiez pas du tout destiné au monde de l'audiovisuel initialement, et aujourd'hui vous avez annoncé votre retrait du poste de président de Canal+. Vous êtes notamment pressenti... Donc je vais répondre au portrait. Moi, je n'ai rien annoncé du tout. Je laisse dire les choses. Je trouve légitime de préparer ma succession. J'ai un peu plus de 60 ans, 61 ans. Je suis en pleine forme. Je crois que c'est de ma responsabilité de faire que la continuité s'installe. Quand cela se passera-t-il, on verra bien. Alors, vous êtes notamment pressenti pour prendre la succession de Jean-René Fourtou à la tête de Vivendi. Moi, je suis pas au courant, formellement... si c'est une rumeur ou une information. Il n'y a pas de caméra, presque pas, vous voulez dire. Non, mais franchement, je ne peux pas commenter. Vous êtes un des candidats potentiels pour le poste. Je suppose qu'il n'y en a pas non plus 50. J'ai toujours eu une politique dans la vie. Être candidat n'apporte rien. Et la meilleure façon de susciter l'intérêt des autres, c'est vraiment, dans la mesure du possible, de réussir dans la fonction qu'on occupe à un instant donné. Donc, je suis focalisé là-dessus. Comment est-ce que vous avez réussi à Canal+, alors que initialement vous n'étiez pas un expert? Mais vous y connaissiez déjà Canal+, en 2002, perdait 700 millions d'euros par an et avait un endettement de plus de 5 milliards. On perdait beaucoup plus d'abonnés que ce que vous disiez tout à l'heure pour l'année 2012. Et la situation était quand même franchement très très mauvaise. Je pense qu'on est passé très près de la mise de la clé sous la porte. Et que les compétences qu'il fallait à ce moment-là étaient plutôt des compétences de management, de leadership, de gestionnaire. Et bon, c'est quelque chose qu'au cours de ma vie, j'ai pu développer. Enfin, bon, vous ne l'avez pas dit, mais j'ai dirigé un grand nombre de sociétés, dont à l'étranger, en Allemagne 2 fois, par exemple. Et j'ai accumulé une certaine expérience qui me permet d'aborder des sujets aussi compliqués de façon relativement sereine et avec du bon sens. Très bien. Alors, juste avant de passer aux questions du public, on va entamer le traditionnel petit jeu des mardis, en vous faisant rentrer dans la boîte à questions, la fameuse de Canal, et en reprenant un certain nombre de questions qui ont presque toutes été posées sur votre chaîne. Presque toutes. Alors, donc nous sommes dans la boîte à questions de Canal+. Première question. 24 heures dans la peau de Roselyne Bachelot, que faites-vous? 24 heures dans la peau de Roselyne Bachelot, que faites-vous? Je n'ai pas compris votre question. 24 Si vous êtes 24 heures dans la peau de Roselyne Bachelot. Excusez-moi. Écoutez, c'est vrai que ministre de la Santé, c'est passionnant. Elle ne l'est plus. Vous saviez ce qu'avait répondu Henri Guénaud à cette question? Non. Il avait dit « je me suiciderai ». Bon, je pense que ma réponse est plus sympathique. Alors, on a fait un petit jeu sur notre groupe Facebook pour des questions posées par le public dans cette optique de la boîte à questions. Donc on a une question d'Antoine de Bordeaux qui nous demande si Canal+ sans porno, est-ce que c'est toujours Canal+? Bon, oui, vous le savez, le porno est accessible à tout le monde. Je ne vais pas dire à toute heure, parce que c'est pas vrai, mais en tout cas sur Internet à toute heure. Ça a été une des marques de fabrique de la chaîne, ça existe toujours, mais je ne pense pas que ce soit une marque identitaire aujourd'hui de Canal+. À combien d'abonnés vous estimez, combien d'abonnés avez-vous exclusivement grâce à l'industrie pornographique? C'est-à-dire qu'on sait que vous avez des chiffres pour le football que vous diffusez, mais curieusement, les films pour cette industrie-là, les chiffres sont rarement diffusés. Non, mais là, on a 10 millions d'abonnements en France
qui concerne en gros 7 millions de foyers français. 7 millions de foyers français, c'est 7 sur 27. Il y a 27 millions de foyers en France, donc on est présent dans toutes les couches de la société, on est absolument partout. Et aujourd'hui, il est très difficile de définir très précisément pour quels critères viennent nos abonnés. D'autant plus qu'on veut faire un choix de ligne éditoriale qui réponde à tous les membres du foyer. Donc, qui est dans le foyer, quelques personnes qui attendent impatiemment le film du samedi soir du premier samedi du mois, c'est possible, mais c'est une très très faible partie. Alors, question suivante, selon vous, laquelle de ces personnalités déteste le plus sa marionnette des Guignols? Sarkozy, Hollande, Bayrou, Zlatan ou Bertrand Méheux? On a la slide. J'hésite entre Sarkozy et Bertrand Méheux. C'est vrai qu'on n'a pas trouvé de photos sur Google de votre marionnette. Elle était présente il y a encore 2-3 ans, maintenant elle n'est plus. Ouais. C'est vous qui avez demandé à la retirer ou... Non, absolument pas. Les Guignols sont vraiment indépendants là. Non, mais ce que j'ai constaté avec les Guignols, parce que j'ai bien évidemment quelques fois des discussions avec certaines personnes qui sont brocardées. D'abord, il faut constater que ceux qui n'ont pas leur marionnette n'aspirent qu'à l'avoir. Et je vous assure que c'est vrai. Et que par contre, chacun trouve que sa propre marionnette n'est pas réussie, mais que celle des autres est très bien. Est-ce qu'il y a des J'ai toujours constaté ce... Est-ce qu'il y a des personnalités qui font un lobbying actif auprès de vous pour que leur marionnette soit retirée ou que la caricature soit plus gentille? Je pense que, si vous voulez, ça fait 11 ans que je suis là. L'environnement a bien compris que c'était pas utile de me demander ça. D'accord. Alors, quelle est votre Miss Météo préférée? De nouveau, on a la photo. Moi, j'aime beaucoup Doria. C'est toujours la dernière. Ah, donc Louise Bourgoin. Tout à l'heure, vous avez dit la précédente. Pauline Lefebvre, Charlotte Lebon, Solveig Guisto. Elles sont toutes formidables, mais là, on est écoutés, donc non, mais elles sont toutes formidables. D'accord. Doria a un grand talent. Alors, je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que vous faites passer un entretien de recrutement pour chaque personne qui entre et qui est engagée à Canal+. Ma question est, est-ce que vous faites aussi passer l'entretien de recrutement pour la Miss Météo? Il y a une faille dans notre process parce que c'est même pas le cas. Alors, lequel de ces présentateurs chroniqueurs vous fait le plus rire? Proust, Esquer, Barthès, Decaune ou Hanouna? Cyril Hanouna. Cyril Hanouna, le présentateur de Direct 8. Ah, mais là aussi, c'est délicat. Hein, et vous pouvez me répéter? Je n'arrive pas à lire les noms, là. J'arrive pas à lire. Vous pouvez me répéter? Quel présentateur chroniqueur vous fait le plus rire entre Proust, Esquer, Barthès, Decaune ou Hanouna? J'aime beaucoup Proust. J'aime beaucoup Hanouna. je les aime tous. Je trouve que Proust a un humour qui correspond à peu près à ce que j'aime. Alors, question qui a réellement été posée dans la boîte à questions. Si vous étiez une jupe fendue, par quel ministre aimeriez-vous être porté? Alors, Najat Vallaud-Belkacem, Fleur Pellerin, Aurélie Filippetti ou Yamina Benguigui? NKM. NKM? Ah, je ne l'avais pas cité, mais si vous voulez. Tombez dans le piège. Alors, si on vous donne une baguette magique pour voler le programme d'une chaîne concurrente, lequel récupérez-vous? Donc sur la slide, on a mis le plus grand cabaret du monde, Déco, les anges de la télé-réalité et Rendez-vous en terre inconnue, pour le mettre sur Canal+. Franchement, je pense qu'aucune de ces émissions ne correspond à ce qu'attendent nos abonnés. Très bien. Merci pour vos réponses. On va passer aux questions du public. En attendant que les micros circulent, juste 2-3 petites annonces. Donc demain, il y a un débat avec François-Olivier Gisbert et Jean-François Kahn. Il y a un cocktail qui vous attend à l'issue du débat. Et on tenait particulièrement à remercier nos 3 sponsors, donc Mazar, le groupe La Poste et Wiv, sans qui ce débat n'aurait pas pu être possible. Donc à vous, public, pour vos questions. Levez la main, vous vous présentez. Bonjour, Louis Gutmann, élève de 3e année à l'ESSEC. Vous êtes producteur de contenu. Et avec les nouvelles technologies, les nouveaux supports et tous les nouveaux écrans, comment abordez-vous le dialogue avec les géants d'Internet? Alors, il y a 2 types de géants d'Internet. Il y a les fournisseurs d'infrastructures, de réseaux, et les acteurs qui entrent finalement en concurrence avec nos activités, comme par exemple Amazon, qui
qui est présent dans un certain nombre de pays européens avec des offres de cinéma. Alors nous sommes à la fois concurrents et partenaires. Concurrents puisque nous essayons de toucher les mêmes consommateurs, mais partenaires parce qu'on leur vend finalement du contenu. Studio Canal vend du contenu à Amazon pour que celui-ci soit à nouveau vendu à des consommateurs. Donc c'est à la fois une opportunité de vendre en B2B des contenus qu'on ne vendait pas avant, mais une concurrence. On n'a pas, je veux dire, j'ai pas de remarques particulières sur les relations qu'on a avec eux. Oui, bonsoir, Alexis Bonal, étudiant à l'ESSEC. J'avais une question sur la loi Hadopi. Le public est peut-être au courant que cette loi qui a été mise en place sous le mandat de Nicolas Sarkozy et la haute autorité, l'arsenal juridique qui va avec, est menacée et a été contestée par le président Hollande. Quelle est votre position? Est-ce que vous souhaiteriez voir cette loi maintenue? En particulier votre position de président du groupe Canal+, mais également votre position de membre du conseil d'administration du groupe Vivendi. Alors, je pense que indéniablement, on ne peut pas admettre qu'il y ait du vol, parce qu'il s'agit de vol. Accéder à quelque chose qui nécessite des investissements de façon gratuite et en subtilisant le contenu n'est pas acceptable. La difficulté pour le faire comprendre au public, c'est d'arriver à faire savoir que la vente d'un bien le vol d'un bien immatériel est finalement aussi grave que le vol d'un produit matériel. Je crois qu'il est absolument indispensable qu'il y ait des lois qui tendent à limiter ou à contrôler le piratage, parce que finalement, on spolie beaucoup de gens. Les films ne pourraient pas se faire parce que le budget d'un film est très important. Il ne pourrait pas se faire s'il était piraté. Si le film est piraté, le producteur ne va pas gagner son argent et ne pourra pas refaire de film. Donc je crois que c'est dans l'intérêt bien compris de tout le monde que de trouver un juste équilibre au travers d'une loi qui s'appelle Hadopi ou autre pour limiter ce vol, parce que c'est du vol. Il faut offrir la possibilité aux consommateurs d'accéder à ces contenus à des prix raisonnables et d'avoir des offres légales qui soient attractives. Quand on considère la musique, par exemple, je crois que le piratage a beaucoup diminué depuis qu'il y a des offres légales type iTunes ou autres, où pour un prix relativement raisonnable, autour d'1 euro, on a accès à un morceau de musique. Donc je pense qu'il faut des lois, mais aussi des offres qui permettent aux consommateurs d'accéder facilement à ce contenu. Je ne sais pas si j'ai le droit de suite, mais simplement, on en a parlé pendant le débat. Aujourd'hui, Netflix, qui est une offre légale à l'étranger et relativement peu chère, n'est pas disponible en France, et notamment par l'action des chaînes du groupe Canal+ et d'autres chaînes. Non, c'est inexact. On n'a entamé aucune action pour empêcher Netflix. Vous avez accès, franchement, le premier système, je crois, de vidéo à la demande par abonnement en France, c'est Canal Play Infinity. Vous y accédez pour 9,99 € par mois avec un accès à un catalogue de plus de 3000 films. C'est une offre très très raisonnable en prix. Et si vous y accédez sur votre ordinateur, on vient de lancer la même offre à 6 € quelque chose. C'est-à-dire 6 € par mois pour accéder à un catalogue quasiment infini de films. C'est, je pense, quand même très attractif. Et nous ne sommes pas les seuls. Dans les systèmes de vidéo à la demande, on a été relativement précurseurs avec Canal Play, mais des groupes comme Orange ou autres ont des systèmes équivalents à peu près comparables. Donc il y a une offre sur le marché. Bonsoir, monsieur Meheux. Donc vous avez passé très vite sur la critique du grand journal dont on a parlé, notamment du livre d'Olivier Pourriol. Vous nous dites que en fait, s'il critique le grand journal, c'est parce qu'il a été renvoyé de Canal+. Moi, j'ai pas été renvoyé de Canal+. Pourtant, j'ai énormément de mal avec le grand journal depuis 1 an et depuis même plusieurs années.
Olivier Pourriol et Ali Badou en fait n'avaient pas le droit de dire du mal des invités. Et je pense que c'est ça qui rend problématique et qui fait que cette émission a de moins en moins d'intérêt, c'est qu'il n'y a pas de débat. Au bout de 5 minutes de discussion, on passe à la publicité et il n'y a pas de débat. Et l'émission On n'est pas couché marchait très bien justement parce que le tandem Zemmour-Nolo avait le droit de dire aux invités ce qu'ils pensaient, ils avaient le droit à la critique. Donc voilà, peut-être qu'il y a quelque chose à creuser là-dessus et je voulais savoir ce que vous en pensez, ce que vous en pensiez vous personnellement sur ce point. Enfin, moi j'ai appris une chose et avec une grande modestie, c'est que chacun a un avis sur la télévision ou sur une équipe de foot ou choisir tel joueur, tel club, telle émission, tel. Moi, je suis très prudent sur mon avis personnel. Il y a des choses que j'aime, d'autres que j'aime pas. Donc, je suis tout à fait prêt à admettre que vous n'aimiez pas. Ce que je constate, moi, dans les chiffres, c'est que beaucoup de Français aiment l'émission du Grand Journal. C'est plutôt plébiscité. Que ce ne soit pas parfait, j'en conviens. Plaire à tout le monde n'est pas évident. Il n'y a aucune instruction pour limiter la parole des animateurs. Au contraire, comme on veut représenter une ligne éditoriale plutôt moderne et libre, on souhaite susciter justement des points de vue très différents. Peut-être qu'on n'y arrive pas assez, c'est possible, mais je peux vous dire que quand on écoute les hommes politiques, parfois ils sont toujours ravis de venir et parfois ils trouvent que nos chroniqueurs ont la dent dure. Moi, j'ai regardé le Grand Journal pendant des années et jamais une seule fois j'ai vu ou entendu Ali Badou ou Olivier Pourriol dire quelque chose de négatif sur un livre ou un film qu'ils devaient critiquer. Franchement, sur le livre, je peux pas vous en parler, mais je trouverais quand même assez déplacé quand on sait qu'il y a des centaines de livres qui sortent par semaine, que le chroniqueur aille spécifiquement chercher un livre qu'il n'aime pas pour taper sur le livre. Je pense que, et c'est humain, il va plutôt sélectionner des ouvrages qui lui ont plu et il en parle objectivement par rapport à ce que lui, il pense. Mais le choix est déjà très difficile. Vous n'imaginez pas le nombre de livres qui sortent chaque semaine. Ils sont bien obligés de faire une sélection et sélectionner en voulant critiquer acerbement un livre, je trouve pas ça très positif. Mais Bonjour, Florian Guillot, étudiant à l'ESSEC. Je veux savoir comment est-ce que vous justifiez le visionnage forcé des publicités sur les contenus internet, notamment de séries qui sont, enfin, ou de séries ou d'émissions qui sont normalement diffusées en clair sur Canal+. Alors, vous voulez parler du site canalplus.fr, par exemple, ou... Exactement. Le site canalplus.fr n'a pas pour objectif de faire des revenus publicitaires extraordinaires. On veut trouver le juste équilibre entre quelques revenus, parce que cette plateforme nous coûte beaucoup d'argent, et l'intérêt qui peut être suscité chez le public pour nos programmes, l'amenant éventuellement ensuite à devenir abonné. Je pense qu'on doit être un des sites sur lesquels il y a le moins de bandeaux. Justement, on essaye d'en éliminer le plus possible. Mais le modèle publicitaire sur le site laisse quand même beaucoup moins le libre arbitre à l'usager, puisque sur une chaîne de télévision, on peut très bien zapper. En revanche, sur les sites, donc sur le site de Canal+, si l'on change d'onglet, par exemple, ou si on change de page, la publicité est automatiquement mise en pause jusqu'à ce qu'on revienne sur l'onglet, qu'on termine le visionnage de la publicité et qu'on puisse visionner le programme qu'on a souhaité. Alors, il est vrai que pour certaines émissions phares, par exemple les Guignols, dans les contrats que nous avons avec nos annonceurs qui annoncent pour la partie que j'appelle linéaire, donc diffusée en live à la télévision, nous avons des accords nous obligeant à avoir la même publicité sur l'accès de la vidéo sur Internet, mais c'est très limité sur un nombre restreint de programmes. La grande difficulté d'ailleurs d'Internet, et toutes les entreprises du secteur se posent la question, c'est comment valoriser de la publicité sur Internet. Tout le monde disait que la publicité à la télévision allait décroître en faveur de la publicité sur Internet. Cela était vrai il y a quelques années, mais il y a une telle profusion de choix que les annonceurs ne savent pas comment cibler leurs spectateurs
parce qu'il y a un nombre infini de sites, il y a un nombre infini de pages vues, et donc la publicité se valorise très très mal sur Internet. Alors ça progressera au fil du temps, où les annonceurs pourront cibler en fonction du type de consommateur, parce qu'on connaîtra mieux le consommateur, parce que par définition, il est en liaison avec un site Internet, et si on a des données marketing sur lui, on peut être plus sélectif sur la publicité. Bonsoir Monsieur Méheux, Ancelin Chaussé, étudiant en 3e année ici. Alors vous m'avez privé de deux choses que j'aime énormément, qui sont la Formule 1 et la Ligue des Champions. Et je voudrais savoir quelle serait votre politique sport dans les prochaines années, et savoir si ces deux contenus-là, on pourrait espérer les voir revenir sur les chaînes gratuites, notamment D8, qui à un moment avait été évoqué comme possible réceptacle pour ces contenus. Non, alors malheureusement, je ne vais pas vous rassurer. Il faut qu'on fasse des abonnements qui soient adaptés à ce que vous souhaitez, mais l'économie du sport à la télévision va indéniablement s'orienter de plus en plus vers la télévision payante. Pourquoi ? Aujourd'hui, il y a 25 chaînes gratuites, alors qu'hier, il y en avait 4 ou 5. Quand il y avait 4 ou 5 chaînes gratuites, l'éditeur pouvait investir dans des droits sportifs, par exemple la F1 ou la Ligue des Champions. Mais aujourd'hui, dans un univers très très large avec 25 chaînes, ce n'est plus possible. Et l'économie du sport de haut niveau ne le permet pas. Et donc de plus en plus, les sports de haut niveau ne pourront être diffusés que sur les chaînes payantes. C'est-à-dire, pour prendre l'exemple de la Formule 1 qui était diffusée sur TF1 avant, TF1 payait 29 ou 31 millions d'euros par an. Aujourd'hui, ce n'est plus possible sur une chaîne gratuite d'amortir de tels coûts. Parce que la part d'audience a baissé, parce qu'il y a plus de chaînes, et donc les revenus ne sont pas là. Encore une ou deux questions ? Oui. Bonsoir, Valentin Ménard, étudiant en 2e année à l'ESSEC. En fait, j'aurais bien voulu savoir ce que vous pensiez du Qatari Gate, si vous y croyez. Donc pour reprendre vite fait, c'était des rumeurs comme quoi Nasser El-Khelaifi, le président du PSG, aurait eu une réunion avec Nicolas Sarkozy, dans laquelle il acceptait qu'il reprenne le PSG en échange qu'il crée beIN Sport pour affaiblir Canal+, qui était assez hostile à sa personne à ce moment-là. Donc est-ce que vous y croyez ? C'est difficile de commenter des rumeurs de ce type. Non, je peux pas le commenter. Je trouve simplement dommage que si cela était le cas, on n'ait pas le soutien des pouvoirs publics. Parce que malgré tout, on est responsable de beaucoup de financements et dans beaucoup de secteurs, pas seulement le sport, mais la création. On est responsable de beaucoup d'emplois. On a beaucoup d'emplois en France, alors que les chaînes de beIN Sport qui ne distribuent pas elles-mêmes leurs abonnements ont un très petit nombre de salariés. Le groupe Canal en France, c'est un très très grand nombre d'emplois directs et indirects. Je prends simplement l'exemple de nos centres d'appel téléphoniques qui nous permettent d'établir le lien avec nos clients. On a 2 centres internalisés au groupe, l'un à Saint-Denis en banlieue nord, l'autre à Rennes, plus 3 ou 4 000 emplois autour pour des centres d'appel. Donc je pense qu'on a une responsabilité vis-à-vis et un engagement vis-à-vis de notre communauté qui est appréciable. Et que tout ce qui tendrait à vouloir affaiblir le groupe Canal n'est pas très positif à cet égard. Mais je ne peux pas commenter ce que vous dites. Je voulais juste revenir sur une chose que vous avez dit. Concernant les séries et le fait que télécharger c'est volé, HBO s'est déclaré très fier que Game of Thrones soit la série la plus téléchargée au monde. À quand cela pour les Borgia et autres séries de Canal ? Et d'un point de vue plus concernant l'innovation justement et la convergence entre le mobile et la télé, est-ce que Canal comme TF1 avec TF1 Connect ou avec SFR avec Shazam, Canal va vers plus d'interactivité, ou plutôt comment compte-t-il le faire ? Et dans quels sont les plans à 3-4 ans là-dessus ? Sur les téléchargements de séries, il faut quand même savoir que HBO ou un certain nombre d'acteurs américains ont un avantage, c'est qu'ils ont un marché domestique très très vaste, avec 250 millions de consommateurs,
et que HBO doit avoir pas loin de 30 millions d'abonnés aux États-Unis. Donc cela, simplement par le nombre, crée une notoriété très très forte. Nous n'avons pas cette possibilité parce que donc présent en France, en Pologne, dans une trentaine de pays d'Afrique, dans les dom-toms, le Vietnam et autres, on n'a pas la même couverture, et ça pose une bonne question stratégique à laquelle je ne peux pas répondre aujourd'hui, mais il est évident que dans l'avenir du groupe, il faut que nous arrivions à conquérir d'autres territoires pour justement avoir cette surface qui crée la notoriété et qui conduit au financement de contenus très très attractifs. Sur l'utilisation des contenus, nous avons déjà développé beaucoup d'applications, que ce soit sur les smartphones, que ce soit sur l'iPad, qui permettent d'accéder à des contenus enrichis. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez l'application Canal+ Foot, par exemple, sur iPad. Vous regardez le match avec votre abonnement à Canal. Vous avez des flux vidéo qui vont directement sur votre iPad en complément de ce que vous voyez. Vous pouvez rejouer des actions en choisissant la caméra sur le terrain. Vous avez accès à des statistiques. Et nous pensons que cette interactivité est une voie importante pour enrichir les contenus et faire qu'ils soient plus consommés. Alors, dernière question avant de passer au cocktail, où tous ceux qui ont encore des questions pourront peut-être les poser à Monsieur Meilleux. Bonsoir, je suis Jérémy, je suis étudiant à l'ESSEC. J'aurais aimé savoir si vous aviez déjà pensé à une offre à la carte qui serait pour aborder autrement Canal+, par exemple. Enfin, je vous donne un exemple très concret. Je voulais regarder PSG Barcelone. Je suis pas abonné. Je voulais regarder PSG Barcelone chez moi, et donc j'aurais peut-être pu acheter juste le droit de regarder juste ce match. Voilà. Alors c'est vraiment une excellente question, mais qui va un peu à l'encontre de l'économie du secteur. Si je ne prends que Canal+ en France, le coût de nos programmes, c'est en gros 1,4 milliard d'euros par an. Pour que ceci soit économique, il faut qu'on l'amortisse sur une très très grande base d'abonnés qui payent un montant acceptable et suffisant. Le montant acceptable, admettez que ce soit autour de 30 euros. Si vous voulez désintermédier votre contenu en choisissant soit un match, comme vous le suggérez, soit un film et autres, vous sortez de ce principe de mutualisation. Ce principe de mutualisation, c'est de faire que les gens, finalement, qui n'aiment que le cinéma, participent au financement du football et inversement. C'est la mutualisation de coûts très importants sur une base d'abonnés la plus large possible à un prix acceptable, que l'on considère comme acceptable, les 30 euros par mois. Nous avons malgré tout lancé des tests de paiement à la carte, comme vous l'évoquez, avec des abonnements à la semaine ou 15 jours, mais on n'arrive pas à bien trouver le bon prix pour le faire. Et ces offres étaient commercialisées, ou le sont commercialisées. Vous allez en grande surface, vous prenez une carte Canal, vous rentrez chez vous, vous appelez le centre et ça vous donne les droits à condition que vous ayez un raccordement à l'ADSL. C'est-à-dire si votre téléviseur est raccordé, reçoit son flux vidéo par la DSL, instantanément vos droits sont ouverts. Donc c'est un moyen que l'on creuse, mais avec cette limite de la nécessité de mutualiser les coûts. Et pour mutualiser les coûts, on ne peut pas désintermédier le contenu. On ne peut pas accéder au contenu unitaire. Sinon, c'est mortel économiquement. Bien, merci beaucoup, Monsieur Meilleux. Merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci. Yeah.